Je ne voulais pas raconter cette histoire, et peut-être même que je vais regretter de l'avoir partagée avec vous, mais il le faut. Vous comprendrez plus tard pourquoi. J'ai eu une vie difficile, qui n'a été soulignée que par des galères. Je n'aime pas commencer mon récit par de la négativité, mais c'est hélas ma réalité. Je m'appelle Samir et je suis fils unique. Nous habitons, mes parents et moi, dans une petite ville au bord de la mer au Maroc. Une petite ville malheureusement très connue pour la sorcellerie et la magie noire. Vous savez peut-être déjà de quelle ville je parle. Le malheur va me toucher très jeune, car dès l'âge de 3 ans, je perds ma mère. Je n'ai pas beaucoup de souvenirs d'elle, mais je sais que l'amour d'une mère ne se remplace pas. J'en ai été privée très tôt, et mon père aussi. Malgré toutes ces années, il n'a jamais refait sa vie. On vivait seuls, mon père et moi. Personne ne venait chez nous, et nous n'allions chez personne. Je crois que mon père n'a pas de famille, car je ne l'ai jamais entendu parler de ses parents ou de ses frères et sœurs. Je me souviens que quand j'avais environ 8 ans, un vieil homme commençait à venir nous voir 1 à 2 fois par mois. J'ai appris plus tard que c'était mon grand-père maternel, et cela me rendait très heureux. Nous avions enfin quelqu'un qui venait nous voir. Je ne me lassais jamais de ses visites. Il me racontait toujours plein d'histoires, et je ressentais en quelque sorte cette connexion avec ma mère dont j'avais été privée depuis petit. J'aimais tellement mon grand-père que je demandais parfois à mon père si on pouvait aller lui rendre visite dans sa campagne un peu éloignée de notre ville. Ce à quoi il me répondait toujours en s'énervant: N'y pense même pas. Ton grand-père déteste la visite, et de toute façon, on ne mettra jamais les pieds chez lui. Si tu veux le voir, je l'appelle au téléphone, il viendra lui-même, mais je te déconseille très fort d'aller chez lui un jour. J'étais petit, et je ne comprenais pas cette réaction. Mon grand-père était pourtant très gentil. Il m'amenait toujours des cadeaux, et mon père lui-même était toujours heureux de le voir. Je lui pose donc la question: pourquoi on ne peut pas aller chez lui? Qu'est-ce qu'il t'a fait? Et écoutez bien ce qu'il m'a répondu. Tu ne m'écoutes plus? Je t'ai pas éduqué comme ça, à remettre en question ce que je te dis. Ne me demande plus jamais pourquoi on ne va pas chez lui. Ne te pose même pas la question à toi-même. Et écoute juste ce que je te dis. Et depuis, je n'ai plus jamais évoqué ce sujet. Mon grand-père continuait à venir tous les mois, mais l'attitude de mon père pendant ses visites commençait à changer. Je le voyais effrayé, et il ne me laissait plus jamais seul avec lui. S'il devait changer de pièce pour une quelconque raison, il voulait absolument que je le suive. L'attitude de mon grand-père n'avait pourtant pas changé. Il était toujours aussi gentil et câlin avec moi. Je n'ai jamais remarqué quoi que ce soit de mauvais venant de lui. La seule chose étrange, c'était sa bague. Une bague qui m'attirait beaucoup, surtout par son apparence. Elle était grosse et noire, avec des signes très bizarres dessus. Tous ceux qui la voyaient se sentaient attirés par elle, d'une façon tellement étrange, que je savais que ce n'était pas une bague comme les autres. Du haut de mes 10 ans, j'ai été convoquée dans le bureau du directeur de mon école un jour. Mon professeur et lui vont m'annoncer une nouvelle qui va faire de moi un homme avant l'heure. Mon père est malheureusement décédé dans un accident du travail. Mon grand-père pose alors sa main sur mon épaule pour me consoler. Il ne me reste que lui. Et malgré l'interdiction de mon père d'aller chez mon grand-père, je vais finalement voir sa maison, car je n'ai pas le choix. Je vais y découvrir maintes et maintes choses. Il avait une petite maison dans une campagne, un peu éloignée de notre ville. Elle avait seulement 2 pièces, ce qui me paraissait suffisant pour un homme qui vit seul. Enfin seul, c'est ce que je croyais. Il dormait dans la plus petite des chambres, dans laquelle il m'interdisait d'entrer. Et moi, je devais dormir dans la 2e pièce qui lui sert de salon. J'étais petit et je n'avais pas l'habitude de dormir seul. Je dormais toujours avec mon père.
J'ai donc demandé si je pouvais le rejoindre dans sa chambre ou alors s'il pouvait venir dormir avec moi dans le salon. Il m'a dit que j'étais assez grand et que je ne devais pas avoir peur, car il était juste à côté si j'avais besoin, mais que je ne devais en aucun cas approcher de sa chambre. Plus les années passent, plus ma curiosité grandit. Pourquoi je n'ai pas accès à cette chambre? Que se cache-t-il dedans? Puis vint le jour où j'ai posé la question qui me brûle les lèvres depuis toutes ces années. J'ai dit: d'où vient ta bague? Tu l'as achetée où? Je ne l'ai ni achetée ni trouvée. C'est elle qui m'a trouvée. Tant que je suis vivant, je ne la retirerai jamais. C'est elle qui me protège et qui m'empêche de devenir fou jusqu'à aujourd'hui. Sa réponse attise encore plus ma curiosité. Je me pose encore plus de questions. Ce soir-là, je me suis réveillée au beau milieu de la nuit. La chambre de mon grand-père était juste en face de la mienne. La porte était fermée comme d'habitude, mais j'entendais mon grand-père parler. Il parlait dans une langue incompréhensible. Je me pose à nouveau mille et une questions. À qui parle mon grand-père? Qui est venu nous rendre visite à cette heure-ci? J'entends très clairement sa voix, mais je ne comprends pas un traître mot de ce qu'il dit, comme s'il parlait dans une langue inconnue ou qu'il parlait à l'envers. J'ai collé mon oreille à la porte pour mieux entendre, mais je n'aurais jamais dû. Dès que mon oreille a touché la porte, elle s'est ouverte d'un coup et quelqu'un m'a attrapé par la gorge et jeté au milieu de la pièce. Cette pièce dans laquelle je n'étais jamais entrée. Mon grand-père est là, lui aussi au milieu de la pièce. Des bougies tout autour de lui et des encens allumés. Face à lui, une femme au visage couvert qui, dès qu'elle m'a vu atterrir dans la pièce, s'est enfuie. Qui est-elle? Et s'ils étaient tous les deux assis, qui m'a attrapé par le cou? Mon grand-père est là, toujours assis, de marbre, et me regarde comme s'il ne s'était rien passé. Et il me dit: Samir, tu vas retourner à ta place dormir. C'est la première et la dernière fois que tu écoutes à ma porte, que je n'ai pas à me répéter. Son regard me glace le sang dans les veines. Ses yeux étaient sombres et il en sortait une lueur qui ferait trembler n'importe qui. Je me suis tout de suite exécutée. Je suis retournée dans ma chambre, j'ai fermé la porte et me suis cachée sous ma couverture. Je ne voulais plus ouvrir les yeux jusqu'au lever du soleil. J'ai compris que mon grand-père était un sorcier et la femme une de ses clientes. Mais qui m'a attrapée devant la porte? C'est là que je me suis rappelé ce que me disait mon père et pourquoi il ne voulait pas que j'approche cette maison. Toutes ces réactions, ces interdictions prenaient sens tout à coup. Comment vais-je pouvoir poser toutes ces questions à mon grand-père? Comment puis-je même lui adresser à nouveau la parole après les événements de cette nuit? Je n'ai finalement pas eu besoin de le faire, puisqu'il est venu lui-même me voir. Je sais, Samir, que tu dois te poser plein de questions. Tu peux me demander ce que tu veux, mais c'est impoli d'écouter aux portes. Je soigne les gens. Je pratique des soins, des rituels de guérison ancestraux. Je ne pense pas que cela te dérange que ton papier aide les gens à guérir de leurs maux. Je l'ai cru. J'étais encore jeune. Mais je n'aurais jamais dû. Regardez ce qui va se passer par la suite. Je dormais dans ma chambre paisiblement quand j'ai été réveillée en sursaut par la porte qui s'est ouverte d'un coup et claquée contre le mur, de la même façon que s'était ouverte celle de la chambre interdite. Je pensais que c'était mon grand-père, mais en ouvrant les yeux, une ombre gigantesque se tient debout devant la porte. Une ombre noire, de forme humaine, mais dont les traits du visage n'apparaissent pas. Mon cœur allait s'arrêter de peur. Je pensais vraiment mourir tellement j'étais terrorisée. On ne voit que ses yeux qui brillent dans le noir. Je le fixe et il me fixe en retour, jusqu'à ce que je décide de cacher mon visage sous la couette. Suis-je en train de rêver? Ou est-ce bien réel? Je regarde d'un œil en dehors de ma couette et il a disparu.
Je vérifie tout de même, tout autour dans la chambre, mais rien, il n'est plus là. Comme vous aurez deviné, je n'ai pas pu dormir cette nuit-là. J'attendais impatiemment le lever du soleil. Au petit matin, je me suis levée à la recherche de mon grand-père pour lui raconter, et je l'ai trouvé devant la maison, assis à fumer sa cigarette et boire son café. J'ai dit, j'ai vu quelqu'un cette nuit, une ombre géante avec des yeux qui brillent, j'ai eu super peur. Au fur et à mesure que je lui raconte, je vois qu'il n'a pas plus de réaction que ça. Juste un petit sourire en coin. C'est pour ça que t'es dans cet état? Mais j'ai dit, je te jure, je l'ai vu, tu me crois pas? Je l'ai vu là comme je te vois. Mais bien sûr que si, je te crois. Mais il n'y a pas raison de paniquer comme ça. T'es un homme maintenant. Tu dois pas avoir peur d'une ombre la nuit. En plus, tu ne risques rien. C'est mon ami Ta. Il ne te fera aucun mal, ne t'inquiète pas. De toute façon, rien ne peut entrer dans ta chambre sans mon autorisation. Et Ta est un ami de longue date, je le connais bien. Personne ne risque rien sur mon toit, ne t'inquiète pas. Ce que j'ai vu cette nuit est donc réel. Je me retrouve au milieu d'un monde duquel je ne connaissais absolument rien. Étant petit, j'ai pris tout ça pour un jeu, et à chaque fois qu'il apparaissait, je m'écriais « Ta, parle avec moi !» Mais il restait là, silencieux. Seuls ses yeux brillaient dans le noir. Je voulais absolument lui parler et en découvrir plus sur ce monde parallèle, mais je n'ai jamais eu de réponse. Avec le temps, j'ai appris à faire abstraction de sa présence. C'est comme s'il n'était pas là. Le temps passe et j'ai 18 ans. Mon grand-père, quant à lui, se fait vieux et malade et ne peut plus se lever. C'est moi qui m'occupe de lui et le soigne. Un jour, il me dit « Samir, tu te rappelles quand tu m'as demandé après cette bague ? Eh bien, le temps passe et je me fais vieux. Il est temps pour moi de te raconter son histoire et son secret. Quand j'étais jeune, je travaillais sur un bateau de pêche. Un jour, en remontant le filet, j'ai trouvé cette bague. Je l'ai vite cachée dans ma poche pour que personne ne la voie et ne l'ai ressortie qu'une fois dans ma chambre. Dès que je l'ai portée à mon doigt, Ta m'est apparu, le même Ta que tu vois la nuit. Maintenant que tu as grandi, je pense que tu es digne de cette responsabilité. Quand je vais mourir, tout ce que je possède te reviendra, et cette bague aussi. Dès que tu la porteras à ton doigt, Ta ne te quittera plus de toute ta vie. Mais fais attention, tu devras faire absolument tout ce qu'il te dit. Écoute-moi bien, Samir, absolument tout. Ne refuse jamais de faire ce qu'il te demande, peu importe ce que c'est. Puis il va retirer la bague et me la tendre. La bague est lourde et trop grande pour moi. Mon grand-père était imposant, donc elle lui allait parfaitement. Mais moi j'ai dû la porter au majeur pour ne pas qu'elle glisse. Je l'ai donc mise et suis allée acheter les médicaments de mon grand-père. Et à mon retour, il était parti. À son tour, mon grand-père n'est plus de ce monde. J'ai passé 2 jours totalement seule. Je me sens à nouveau seule au monde, comme à la perte de mes parents. Mais cette même nuit, Ta m'est apparue. Et pour la première fois, je vais entendre sa voix. Une voix si profonde et grave qu'elle me hérissait les cheveux sur la tête. Ne t'inquiète pas, Samir, tu es en sécurité. Tu ne risques rien. Fais juste ce que je te demande, comme t'a expliqué ton grand-père avant de mourir. Ok, tonton Ta, tout ce que tu voudras. Ne me dis pas tonton. Ta, tout court, ça ira très bien. Entendu, Ta. C'est bien, Rémas. Rémas? C'est qui? Y a quelqu'un d'autre ici avec nous? Rémas, c'est toi. À partir d'aujourd'hui, c'est ton nom dans le monde des djinns. Au petit matin, je me lève faire mes ablutions pour la prière de l'aube, et en entrant dans la salle de bain, je trouve Ta face à moi.
Tu viens faire tes ablutions pour prier? Oui, tu sais que je rate aucune prière. À partir de maintenant, il n'y a plus ni prière ni ablution. C'est impossible. Je peux pas arrêter la prière. Écoute un peu et souviens-toi de ce que t'a dit ton grand-père. Si un jour tu refais tes ablutions, ou que tu pries, où que ce soit, ici ou à la mosquée, tu le regretteras. Je suis totalement perdue. Je ne sais plus quoi faire. Quel est le risque si je fais quand même mes ablutions ou ma prière? Comment puis-je convaincre Ta? Je n'ai aucune expérience de ce monde-là. Le soir venu, Ta apparaît à nouveau. Aujourd'hui, je vais te présenter des amis. Suis-moi. On entre dans la chambre de mon grand-père et il me dit: ferme les yeux et réouvre-les tout doucement. Quand j'ai réouvert les yeux, j'ai eu une vision d'horreur. 3 djinns au physique terrifiant. Impossible de les regarder tellement qu'ils sont effrayants. Je m'apprêtais à fuir quand Ta me dit: n'aie pas peur, tu ne risques rien. Voici Dehnash, Khounou et Tanir. Retiens bien leurs noms et ne les oublie surtout pas. Maintenant referme les yeux et ouvre-les. Quand je les ai ouverts, il ne reste que Ta. Où sont-ils passés? Ce sont des djinns. En un clin d'œil, ils peuvent se déplacer où ils veulent. Et à partir de là, je devais prendre l'habitude de les voir dans toute la maison. Moi qui pensais que ces djinns étaient là pour me servir, il se trouve que c'est tout le contraire. Et c'est moi qui dois servir Ta. Ils se mettent à me prendre des choses occultes, à me dicter des chiffres, des lettres, faire des talismans. Et je deviens à mon tour un sorcier comme mon grand-père. Et sa chambre est devenue la mienne. Des gens commençaient à venir à moi pour toutes sortes de travaux. Séparer des couples, rendre des personnes malades au point de ne plus pouvoir se lever, faire en sorte qu'une femme ne puisse jamais enfanter. Bref, toutes sortes de magies très noires. Ta à me montrer où enterrer mes travaux, dans des cimetières et des endroits abandonnés. Je me sentais mal de faire ces choses, mais j'avais tellement peur du retour de bâton si je désobéissais à Ta. J'ai déjà entendu des histoires de sorciers repentis qui ont perdu tout ce qu'ils ont de plus cher au monde pour avoir désobéi aux djinns. Je n'avais pas la force de dire non à Ta. Si je savais que le prix à payer pour arrêter tout ça était seulement la mort, je n'aurais pas eu de problème. Mais je sais que la mort est un sort bien doux comparé à ce qui m'attend si je décide de me rebeller. Comment Samir peut se sortir de cette situation dans laquelle il a été entraîné sans savoir? À votre avis, va-t-il pouvoir s'en tirer un jour?